Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Merci de nous retrouver sur Kavi TV. Vous nous regardez sur Facebook grâce à notre page Flash Guinée, groupe Kavi Média. Vous nous suivez grâce à nos différentes pages YouTube, Instagram. Merci de votre fidélité. Si vous nous suivez sur le bouquet StratTime, c'est le numéro 500. Vous êtes dans le scanner. Au menu de ce vendredi, sa prise de parole était attendue. Comme le crépuscule en plein ramadan, vêtu de blanc, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'image du camarade Ahmed Sékou Touré, a mis le pied dans le plat, dénonçant le modèle de démocratie imposé à l'Afrique qui n'a jamais marché à titre déploré. Pour le reprendre, le chef de l'État guinéen a déclaré, je cite, « Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes et pour traiter le mal, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime. Je souhaite que l'on retienne bien que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pays. Voilà les putschistes les plus nombreux. Fin de citation. Discours très osé quant à la complexité de la question. Analyse minutieuse de cette prise de parole de l'homme du 5 septembre 2021. C'est dans cette émission Le Scanner. Et nous resterons à New York pour dire que la présence du président de la transition guinéenne n'a pas été un fleuve tranquille. Les forces vives de Guinée qui voulaient dénoncer un certain nombre de questions liées à la gestion du CNRD se sont heurtées au pro-CNRD venu applaudir ce moment historique pour la Guinée. Pas d'incident majeur, mais il faut tout de même signaler un blessé et une arrestation. Nous reviendrons également sur cette journée très mouvementée du côté de New York. C'est une très mauvaise nouvelle pour le prince de l'Afro-Trap. MHD risque une dizaine d'années de prison. Accusé de meurtre avec plusieurs de ses amis, la cour d'assises de Paris a requis ce jeudi 21 septembre 2023 18 ans de prison contre le rappeur. Pour cette affaire qui remonte à 2018, 13 à 20 ans ont été également requis contre des amis du rappeur. Un des accusés étant en fuite a donc été jugé par défaut et une demande d'acquittement de deux autres personnes impliquées dans ce meurtre. Nous procéderons, j'y arrive, dans un instant à l'analyse très approfondie de ce dossier qui dure depuis plus de 5 ans. Nous sommes vendredi et nous parlerons aussi de développement. Dans cette émission, la Guinée est une destination privilégiée, voire incontournable pour sa culture, ses traditions et l'hospitalité de son peuple face à un paysage irrésistible. Ce ne sont pas les zones touristiques qui y manquent. De la basse Guinée en Guinée forestière, de Conakry en Déré-Corée, c'est une centaine de sites touristiques. Et même avec cette richesse, le pays traîne encore les pas. Une destination touristique peu valorisée. Drôle de constat. Pour dresser le tableau, nous recevons M. Jacques Théa, président de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie. C'est tout pour le menu de ce vendredi. Tout à l'heure, nous lançons le débat dans ce studio. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Merci en tout cas de choisir Kavi TV et cette émission Le Scanner. Ils sont autour de moi aujourd'hui. Un autre visage que vous allez découvrir à travers cette émission Le Scanner. Mais avant, Akil Ali Badara, l'ambassadeur de l'Axe, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Et on vient avec un vendredi saint.
mais avec assez de motivation. Parce que voilà, le discours du colonel en dit long. Ouais, on va décrypter tout ça dans quelques minutes. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Bonjour Yamoussa Cheikh Kamara qui nous rejoint de siaminfo.com. Bonjour Abdallah et bonjour à toute l'équipe du Siam Info. Voilà, je vais saluer le travail abattu par ces jeunes personnes qui aujourd'hui se démarquent à travers la rédaction qualitative exactement et qui, le site aujourd'hui, occupe un grand rang dans la sphère médiatique guinéenne. Donc chapeau à cette équipe. Il faut dire que c'est notre site d'information que je vous exhorte, je le dis chaque matin, pour avoir les dernières informations, il faut aller cliquer tout simplement siaminfo.com et vous verrez les dernières actualités du pays, du monde entier. C'est évidemment, c'est aussi ça le professionnalisme. En quelques secondes, Ali Badara Akila, Cheikh Yamoussa Cheikh Kamara, Yaya Diallo, les femmes de Kobaya en colère ce matin. En quelques secondes, oui. Akila, qu'est-ce qui se passe de ce côté? Bon, je n'ai pas suivi cette actualité vu la nécessité, surtout avec cette forte pluie qui s'est abattue sur Conakry. Je ne sais pas pour le moment pourquoi ces femmes manifestent. On nous apprend que le marché de Kobaya a été catégoriquement rasé ce matin aux environs de 5 heures du matin, et ces femmes ont répliqué parce qu'elles ne veulent pas quitter ce marché. Je ne sais pas, on va approfondir les enquêtes de ce côté, pourquoi pas, pour savoir ce qui se passe de ce côté. On passe à ce premier sujet, puisque c'est l'actualité majeure, cette prise de parole du colonel Mamadi Doumbouya Ali Badara Akila. Vous savez, peut-être que je vais vous décevoir dans ce studio, vous étonner dans ce studio. Tu m'as toujours étonné. Voilà, parce que à entendre parler le colonel, d'ailleurs un discours écrit et qui est allé dans tous les sens. Pour moi, c'est un discours minotaure, empoulé et amphigorique. Oui, non mais sérieux. On avait le discours le plus audible du colonel, c'est celui du 5 septembre. Il ne peut pas tenir un discours plus audible que celui-ci. On a suivi de près la sortie du colonel, son exposé. Le fond, les textes sont beaux, mais les intentions sont douteuses. Parce que si vous prenez la forme du discours du colonel, quand il a parlé des poukistes, on a l'impression que le colonel est en train d'attirer l'attention des autres pays concernant les malversations financières. C'est qu'il est en train... N'a-t-il pas raison? Il est en train d'indépendantiser, s'il faut, les coups d'État en Afrique. Oui. Akila, oui. Il ne l'a pas dit. Vous savez, le Guinéen aime tomber. Il ne l'a pas dit. Le Guinéen aime tomber. Non, mais il ne l'a pas dit. Ça a tout l'air, Le Guinéen aime tomber dans cette ascension fulgurante. On doit sortir de cela. Le discours du colonel, quand il dit les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Oui. Premièrement, s'il y a ces raisons, d'ailleurs, il s'est attaqué, même s'il ne l'a ouvertement pas dit, à l'ancien régime et au président Alpha Condé. Oui, puisqu'il a remis en cause la gestion. L'élégance aurait souhaité, une fois de plus, que le président revienne sur le discours du 5 septembre. Je me rappelle du 18e mois 2020, quand Alpha a voulu tripatouiller au début la Constitution. Il y a eu une mutinerie à Kindia. C'est le colonel et sa bande. C'est eux qui se sont déplacés pour intercepter, s'il faut, détruire l'action de ces mutins. La suite, on le sait. Il s'attaque au système précédent. Ce système du régime Condé, le colonel d'ailleurs appartenait à ce système. Si vous voyez qu'Alpha Condé a eu le courage, l'audace devant tout le peuple de modifier la constitution, c'est parce que d'un côté, il avait été soutenu par une frange de l'armée, d'ailleurs qui sont aussi les forces spéciales. Deuxièmement, pour vous dire encore une fois de plus que c'est un discours tarabiscoté qui manque d'ailleurs de douceur du colonel, si vous prenez ce... Attends, tu nous déclames, tu nous ouvres ton dictionnaire ce matin, je ne comprends rien, honnêtement. Il parle de la restitution institutionnelle à laquelle ses frères d'âme et lui avons pris leurs responsabilités le 5 septembre.
le colonel, il faut oser le dire, hein, le colonel a fait le coup d'État pour sauver sa propre image. C'est ce que les gens oublient. Comment? Oui. Comment qu'il a... Une fois l'information qui était sortie, faisant état de son arrestation, c'est ce qui a poussé le colonel à renverser le pouvoir d'Alpha Condé pour ne pas qu'on mette de grappin sur sa personne. Oui. Ce n'est pas pour le peuple de Guinée. Troisième élément, le colonel parle de la population africaine. J'ai honte à sa place. Bien. Quand on parle du développement, de la paix, et qu'on revienne en Guinée, qu'on sente réellement que chez nous, il n'y a pas de paix. Parce que le premier facteur de la paix, c'est le rassemblement des Guinéens. Le CNRD n'a pas su rassembler les Guinéens. Bien. Qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui, et que d'ailleurs je voudrais dire au colonel, c'est de revenir à de meilleurs sentiments. Parlez plutôt de ces, je ne sais pas si c'est 6 000 milliards hein, pour l'organisation des élections. Un retour rapide. 600, hein. On n'avait pas besoin. 6 000 milliards à francs guinéens. Voilà, aurait été moi à la place du colonel. Celui qui a écrit ce discours une fois en Guinée, je te mets en prison. Je le dis et j'assume. Oui. Pour finir. Akila, non, on n'a pas assez de temps. Juste 2 secondes. Il faut que tu respectes le temps d'antenne. Pour finir, c'est très important. Félicitations au ministre qui s'est transformé en militant. Il a raison. Qui acclamait, qui criait, qui scandait Maurice Anda Kouyaté. C'est son opinion, on comprend. Yaya Diallo, oui, par rapport à ce discours qualifié d'historique par certains, de souverainiste par d'autres, et un discours révolutionnaire pour certains. Oui, premièrement, d'abord, la forme. Moi, j'estime que le colonel était vêtu en blanc. J'ai toujours dit que le système vestimentaire est très bien choisi. Et je crois que là, il faut féliciter les conseillers en communication. À des pareilles circonstances, à mon avis, si on clame ici et là le panafricanisme, il fallait quand même que cela soit complètement concrétisé par un tel mode vestimentaire. Donc, de ce point de vue, je suis d'accord avec lui sur la forme. Oui. Sur la même forme aussi, quelques estiels. Au début, j'ai vu un colonel un peu gitan qui s'est posé pas mal de questions. Est-ce que c'est en Guinée? Est-ce qu'il fallait dire ces mots? Est-ce qu'il fallait effectivement est-ce qu'il fallait faire un certain nombre de estiels? Quel ton fallait-il avoir? J'ai vu quelqu'un qui était gitan, mais au fil du temps, il a su s'adapter. En tout cas, il a dominé son discours. Effectivement, et il a pu quand même avoir le ton qu'il lui fallait, celui du 5 septembre. Et j'estime que c'est aussi bon de ce côté-là. Je ne vais pas jouer aussi au prophète de malheur. Tu es en train de donner des cours de communication. Non, il est important. Tu es le coordinateur de cette émission. Ça, c'est le troisième élément du point de vue forme, c'est qu'on avait quand même une tribune quasi vide. Et sur cette question, je ne m'en vais pas au colonel, je m'en vais aux Africains qui crient haro sur le Baudin, sur une solidarité africaine, alors qu'ils sont même incapables de se soutenir entre eux à des pareilles circonstances. À mon avis, si les autres ne sont pas intéressés par nos discours à nous, quand même, on est assez nombreux, on est plus de 55 États, on devrait quand même se soutenir. Mais j'ai constaté quand même un vide de ce point de vue-là, et cela, il faut le signaler, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que ça en dit long sur le désintéressement des uns et des autres par rapport au discours ou la présence du colonel Doumbouya. C'est pas une première fois, soit Alpha, on en a vu, ce vide aussi quand Macky Sall tenait son discours, on a vu ce vide quand Ambalo aussi tenait son discours. En tout cas, la plupart des chefs d'État. Donc c'est pourtant dire que c'est une spécificité africaine. Donc je sais pas, c'est pas quelque chose qui est particulière au colonel Mamadi Doumbouya, soit dit en passant. Ensuite, il a commencé l'introduction par ces expressions souverainistes, en passant la salutation du peuple souverain de la Guinée au secrétaire et à l'organisation. Donc c'était pour une fois d'abord rappeler que d'ailleurs c'est lui qui était là-bas, était le représentant du peuple qui est souverain, qui est tant, disons, chanté ici et là par les Guinéens. Il fallait vanter cela. Rappeler, parce que déjà Sékou Touré en avait fait son temps, et je crois que c'est connu de tout le monde, historiquement parlant. Et ensuite, après cette introduction, il a rappelé un peu les épidémies de coups d'État. Qu'il a même comparé au Covid-19. Après le Covid-19, carrément. Il y a eu des épidémies de coups d'État. Il a eu le courage de reconnaître que c'est une épidémie.
Alors, je ne sais pas comment on va chercher les remèdes pour justement complètement éradiquer cette épidémie qui, quand même, a complètement qui commence à même complètement s'abattre sur la francophone. Et sur cette question, il a posé une question absolument importante, s'adressant à la communauté internationale. Et au lieu que cette communauté internationale s'attaque aux conséquences, ça serait pour lui honnête et disons honnête de la part de la communauté internationale de s'intéresser aux causes de ces différents coups d'État. Et j'estime que là, cette question elle est importante et c'est ce qui d'ailleurs même, disons, c'était, disons, cet objectif par le président, c'était une façon de remettre en cause, disons, cette mission de la communauté internationale qui, il faut le dire, est à bout de souffle. Oui. On l'a dit assez. Pas que nous Africains, même certains Occidentaux aujourd'hui demandent ce qu'on appelle la récomposition ou tout au moins, disons, la disparition de cette organisation qu'on appelle l'ONU aujourd'hui, qui n'a plus sa raison d'être, puisque là-dedans, c'est une organisation complètement effritée. Et il a commencé ensuite à faire la distinction, pour lui, de faire la définition de ce qu'on appelle push. C'est pour la communauté internationale, chez le colonel, quand on parle de push, c'est là qu'ils prennent les armes et déposer un président pour s'emparer du pouvoir. Pour lui, il y a deux types de push. Oui. Il y a ceux qui prennent les armes, il y a aussi ceux qui manipulent les textes à travers la fourberie avec toutes les expressions qu'il a su, disons, utiliser pour se maintenir au pouvoir. Oui. Et donc, je crois que c'est cette question-là, il a raison. Et c'est le cas de mon grand-père, le professeur Alpha Condé, excusez-moi du peu de l'appeler ainsi. C'est le cas de Paul Biya. C'est le cas de Paul Biya. C'est le cas de Paul Kagame. C'est le cas de Al-Hassan Ouattara. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une tentation du côté du Sénégal, ça n'a pas marché. Ouais. Et donc, j'estime que autant, c'est ce qu'il voulait dire, autant la communauté internationale devrait, disons, condamner ces putschs militaires, mais autant elle devait avoir le courage et l'honnêteté de condamner aussi ces putschs civils pour lui. Je crois que cette question, on est assez important. Il revient sur pourquoi lui et ces éléments ont pris le courage sur eux de prendre le pouvoir. Je crois que c'est important. C'est là où on revient sur le discours du 5 septembre. À mon avis, c'est une répétition. Il avait rappelé avec d'autres termes, avec des expressions différentes, mais il avait rappelé pourquoi ils ont pris les responsabilités de prendre le pouvoir. Pour lui, on était dans un chaos, c'est vrai. On était dans une crise, je le rappelais ici, dans une crise absolument aiguë. Et ce qui fait que lui et ses éléments ont pris les responsabilités parce que pour lui, il y avait ce qu'on appelle ces mots insurrectionnels qui guettaient la Guinée. Et pour lui, pour finir sur cette question, parce que vous m'élorgnez là, pour finir sur cette question, il disait qu'il y avait ce qu'on appelle, il n'y avait aucune force pour lui politique qui avait le courage et les moyens de mettre fin ou de mettre à un terme, disons, à cette situation cataclysmique, excusez-moi de utiliser mes expressions à moi, oui, dans laquelle nous vivions dans notre pays. Donc ça sous-entend tout simplement en République de Guinée, puisque à entendre le discours, il n'y avait qu'un seul Mamadi Doumbouya et les forces spéciales qui pouvaient mettre fin à ce mal guinéen, oui, évidemment, qui nous fatiguait, qui nous rongeait, il faut le dire. Qui avait épinglé tous les Guinéens. Je suis d'accord avec lui. C'était un fardeau pour tous. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui jusqu'à ce niveau. Mais depuis ce 5 septembre, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, là, il n'a pas daigné dire. Il n'a pas daigné dire qu'est-ce qu'on a fait de ce coup-là. Qu'est-ce qu'on prétend faire pour un retour à l'ordre qu'est-ce qu'on doit faire mais d'ailleurs, puisqu'il parlait d'un tissu social complètement laminé, oui. Il parlait ce qu'on appelle, parce que c'est un discours qui est assez important, je ne sais pas si les Guinéens l'ont compris, parce que on est apte à tout, si on n'est pas d'accord, à tout mettre dans la poubelle, et si on est d'accord, d'ascenser sans pourtant avoir ce qu'on appelle le courage et l'intelligence de voir les choses clairement. Il a lu là-dedans que il y avait ce qu'on appelle un certain nombre de promesses non tenues, oui. Il y a l'endormissement du peuple de Guinée, oui. Il y a le tripatouillage constitutionnel. C'est là où je trouve toute la contradiction du discours du président. Voilà. Si le président dit qu'il
qu'il remet en cause ces modèles démocratiques, on peut se poser des questions, puisque ce n'est pas que le modèle démocratique qui est un modèle de gouvernance. Oui. Il y a le despotisme, il y a l'anarchie, il y a l'aristocratie. Oui. Mais c'est après toutes ces formes de gouvernance, tous ces modèles de gouvernance qu'on a dit la démocratie est le moins mauvais de ce modèle de gouvernance. C'est en ce moment qu'on a dit que cela a été imposé à la Guinée. Oui, il parle. Non, mais à l'Afrique. Il dit que c'était un modèle. À l'Afrique en général. À l'Afrique. Mais moi, je comprends le colonel pourquoi il le dit. Vous savez, ces discours, globalement pris, c'est un discours offensif. La diplomatie offensive, il est en train d'anticiper sur un certain nombre de choses, justifier son coup de pouce. Ensuite, pour leur dire que la démocratie, parce que je comprends pourquoi au niveau de la dénomination du CRD, il n'y a pas le mot démocratie. J'ai compris ça maintenant. Oui. On va écouter Yamouchaché, on va faire le tour. On ne veut pas de démocratie. Yamouchaché Camara, de siaminfo.com, on en parlait. Après le discours du colonel Mamadi Doumbouya, j'étais quand même vu t'offusquer, parce que pour toi, c'était un discours avec beaucoup de forme mais sans fond. Oui, justement. Moi, j'ai envie de dire que d'abord, on a écouté les confrères. Ça va, je suis déjà ravi d'entendre, en tout cas, quelques parties de vérité. Et ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, il faut accepter de se dire la vérité, Abdallah. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya est parti à ce grand rendez-vous, s'arrêter à la tribune des Nations Unies pour justifier le putsch. C'est-à-dire le putsch en Guinée particulièrement, mais en général en Afrique. Alors, si le président de la transition guinéenne explique clairement devant les décideurs mondiaux que s'il y a eu la récurrence des putschs en Afrique, des coups d'État en Afrique, c'est parce qu'on a connu des présidents qui ont tenté de modifier la Constitution afin de pouvoir s'asseoir au pouvoir éternellement. J'ai envie de rappeler au colonel que dans un passé récent, nous connaissons ce qui s'est passé récemment au Niger. Est-ce qu'il y a eu de changement de Constitution ou de modification de Constitution que l'armée a été motivée de renverser le pouvoir de Bazoum? Au Burkina Faso, est-ce que la Constitution a été modifiée pour pousser... Est-ce que c'était les mêmes causes, en gros? En gros, on se pose cette question. Donc, quelque part pour moi, le président dans son discours est passé à côté de la plaque. Et parce qu'on ne peut pas justifier les coups d'État en Afrique, donner le pouvoir et la force aux coups d'État par le simple fait de modification de constitution, étant donné que ce ne sont pas les mêmes réalités. S'il y a eu des velléités de modification, ou s'il y a eu même la raison de modifier la constitution en Guinée... Au Gabon, ce n'était pas aussi la même chose. Au Gabon, ce n'était pas aussi la même chose. Pas la même réalité. Le monsieur était fraîchement sorti de l'élection, il venait de fraîchement remporter les élections, et puis paf, l'armée est venue s'imposer. Mais est-ce qu'on est dans une jungle où la loi du plus fort doit forcément régner désormais? C'est la grosse question que l'on se pose. Parce qu'on a l'impression que les militaires aujourd'hui en Afrique ont un certain nombre de pouvoirs à travers les armes. Et donc si aujourd'hui on est frustré d'une décision d'un président de la République, un président civil, et puis démocratiquement élu, bien entendu le président met en cause aujourd'hui le modèle de démocratie que l'Afrique a, mais est-ce que ce sont les raisons qui nous poussent aujourd'hui à prendre les armes et pour contraindre les gens à quitter le pouvoir afin que nous puissions venir s'installer et puis essayer de se cramponner, s'il faut le dire, parce qu'on a compris, la plupart des militaires s'accrocher. La plupart des militaires qui ont pris le pouvoir ont eu le goût du pouvoir et finalement ça a été des problèmes. Il faut craindre, il faut le rappeler. Conté, c'est après son décès. Et j'ai envie de dire également qu'on n'est pas contre le caractère franc, j'allais dire, de discours du président de la transition. Et face à la communauté internationale pour dire que oui, la CEDEAO doit désormais se retirer des actions politiques ou des décisions politiques pour s'intéresser à l'économie. C'est bien de dire aujourd'hui aux décideurs mondiaux d'arrêter de considérer l'Africain, de prendre l'Africain pour des enfants. C'est trop posé. Mais est-ce que réellement, aujourd'hui, on a besoin de ça? Moi, je fais partie de la catégorie de Guinéens qui ont été déçus. Qui ont été déçus. Ces Guinéens qui ont été déçus de ce discours. Parce qu'on espérait mieux.
on voulait entendre le président de la transition nous dire exactement où en est-on avec le niveau d'avancement de la transition et qu'est-ce qu'on doit faire pour le retour à l'ordre constitutionnel, passer la main aux civils, puisque, souvenez-vous, il nous reste un an. Selon l'accord entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la junte militaire guinéenne, il nous reste un an. Alors, au bout de ces un an, de cette année-là, est-ce que le pouvoir, la junte a la volonté de rendre le pouvoir aux civils? Avoir le président de la transition dans son discours, moi je m'inscris en faux. J'ose espérer qu'il y a vraiment un agenda caché derrière, comme le disent souvent certains acteurs sociaux et politiques. Oui, donc Yamoussa Cheikh Kamara. On va aller avec quelques réactions de nos internautes qui nous suivent via notre page Facebook Flash Guinée, groupe Kavi Média. Bonjour Kota Abdallah. Bonjour spécial Ali Badara Kila au peuple de Guinée. Le discours du colonel Mamadi Doumbouya était un discours populiste pour plaire aux Occidentaux ou une manière de maintenir au pouvoir. Il écrit durant son discours, il n'a jamais dit l'essentiel à retour à l'ordre constitutionnel. Il veut dire pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pendant ce temps, l'économie du pays saigne. Très dommage pour le peuple de Guinée. Boubacar Soolo, fidèle inconditionnel de Kavi Média depuis Dakar. L'écoute est favorable. Merci pour votre fidélité du côté de Dakar, Gergief. Sekouba Rubi Diallo, salut la team, particulièrement à mon bro Abdino. L'écoute est très favorable du côté de la Blue Zone de Kaloum. Merci pour votre fidélité du côté de Kaloum. On reste à New York, mais cette fois, on parle de ces manifestations pro et anti-CNRD Yaya Diallo où on nous signale un blessé et une arrestation. Chose qu'on craint, il faut se le dire, parce qu'il y a un certain moment à qui il a le dénoncé, à qui il a parlé de distribution de billets de $100 pour soutenir pour soutenir le colonel Mamadi Doumbouya. On n'a pas vu de Sobi sur les images. Je pense que Robert, du côté de la réalisation, va te faire voir les images. Je vais l'envoyer les autres images. Oui, Yaya Diallo, par rapport à ce sujet, cette manifestation organisée par les forces vives, qui, heureusement, n'a pas viré au pire ou au drame. Oui, on est aux États-Unis, c'est une société organisée, c'est pas en République de Guinée. Ce qui est important, ce qu'il faut déplorer, c'est que ça sous-entend tout simplement que il y a un véritable échec du point de vue dialogue social, parce que c'est cette même incompréhension interne qui s'est transportée du côté des États-Unis. On avait l'impression que c'est comme si on vivait ici en République de Guinée. Il y a des pro-CNRD, des anti-CNRD, et je crois que c'était quelque chose qui était bien peaufiné. Il y avait une délégation qui est allée là-bas une semaine avant le rendez-vous, c'était pour préparer cela. Puisqu'il s'était rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle cette branche de la société civile qu'on appelle Force Vive qui avait pris ce qu'on appelle le devant pour préparer un certain nombre de jeunes gens pour venir manifester. Donc il fallait avoir à côté des pros pour créer ce qu'on appelle le juste milieu. Donc c'est ce qui fut fait et je crois que ils vous diront que je crois que ça sera certainement de cette réponse. On ne fait pas l'unanimité, mais ce qui est important, il y avait ceux qui disaient qu'on n'était pas d'accord, mais il y avait à côté ceux qui disaient que oui, que nous sommes d'accord avec Doumbouya. C'est ce qui est important. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ce caractère violent qui a caractérisé cette manifestation, on a vu beaucoup de nos compatriotes africains qui ont manifesté leur colère vis-à-vis de leurs dirigeants, mais ce caractère violent, cette violence qui a caractérisé cette manifestation, on n'a pas vu ça. Je crois que c'est désolant et c'est déshonorant pour notre République. Je crois que cela c'est de part et d'autre. C'est qui est valable pour les forces vives et valable pour le CNRD. Encore une fois, puisque le colonel Doumbouya... Il faut éviter les manipulations. Oui, puisque le colonel, c'est lui le premier de Guinée, c'est le chef. Encore, s'il y a échec, je crois qu'il est le premier concerné de cet échec-là. Et il revient à lui, après ces discours historiques, il faut le dire, c'est historique, c'est écrit dans les annales de l'histoire. Personne ne peut disons, enlever cela à lui. Il doit prendre sa responsabilité de rencontrer ces jeunes gens, de discuter avec eux, et de discuter, de leur expliquer convenablement ce qu'il veut de notre peuple. Mais ce qui est important et ce qu'il faut signaler pour finir sur cette question, nous n'avons pas ce temps, c'est qu'on se rend compte que l'objectif est ailleurs.
l'objectif, c'est pas d'organiser les élections pour sitôt. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il a dit l'objectif, c'est le social, c'est l'économie et puis c'est la politique. Point barre. Bien. Oui, Akila, plus de détails sur ces manifestations, cette manifestation des forces vives de Guinée qui s'est heurtée à autre soutien ou au soutien du colonel Mamadi Doumbouya, des pro-CNRD, si on peut les qualifier de pro. S'il y a pro-CNRD, c'est que le CNRD est devenu un parti politique. Oui. Vous savez, les Guinéens, tellement qu'ils se sont mariés au désordre qu'ils peuvent le faire partout où ils se retrouvent. Les États-Unis, ce n'est pas un lieu où on peut venir bazarder toute la République. Les gens, bon, je ne vais pas dire les anti, mais les gens qui ont pensé, qui ont trouvé anormal la gestion de la transition ont manifesté. On voit un autre groupe qui, d'ailleurs, est venu soutenir le colonel, après avoir tenu son discours. On les a vus, quand même, c'est des gens qui portaient des sobis. L'argent a coulé à flot. Il n'y a pas de sobis sur Si, je demande à la réalisation de nous renvoyer les images. Vous comprendrez qu'il y a bel et bien des sobis. L'image, elle est réelle. Elle est illustrative. À quelques endroits, oui. Des uniformes. Mais il y a des associations. Et déjà. Non, mais il y a des... Attention. Et l'association. Il y a des serrés. Attention. Oui, il y a des associations, il y a des serrés. Il y a une ambassade de ce côté. Oui, il y a des serrés. C'est des serrés. De ce côté, c'est très important. Non, mais sérieux. Ils sont énormes. Non, mais sérieux. Pourquoi ils ne vont pas soutenir l'image du président? Ils vont flouer cette partie. Là, je ne suis pas dans cet esprit de confraternité. Ce qui s'est passé, c'est déplorable. D'accord. Ça ternit l'image du pays. Bien. Une information d'abord, d'ailleurs. On va marquer juste une petite pause, histoire. Le scanner sur Kavi Media. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile. Vous êtes sur Kavi Media, continuez avec vos différentes réactions sur notre page Facebook Flash Guinée, groupe Kavi Media. Vous nous regardez sur StarTime, canal 500. Merci de votre fidélité. Je vous l'annonçais, vendredi de développement oblige. Nous recevons sur ce plateau pour parler du tourisme et d'hôtellerie M. Jacques Kateya. Il est le président de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie en République de Guinée. M. Théa, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation malgré le calendrier très chargé, il faut le rappeler. Je suis très heureux et bonjour à vos auditeurs. Merci de vous retrouver sur le seul média de développement en République de Guinée comme vous l'avez rêvé. Je le rappelle, dans cette émission, il y a quelques années, on parle de tourisme et d'hôtellerie. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous faire en quelques phrases ou en quelques mots, en quelques minutes, l'état des lieux en République de Guinée? Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'être dans votre radio. Et sur notre chaîne de télé. D'accord. Vous savez, pour parler de faire l'état des lieux, il est d'abord question de savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. À partir de là, ça vous permettrait de situer un peu les auditeurs qui ne sont pas du secteur. Ouais. Et le tourisme et l'hôtellerie, qui a toujours existé dans le monde et que nous aussi, nous avons cherché à faire autant comme chez les autres. Et vous savez, le tourisme est basé sur deux faits. Il y a la géographie, il y a l'histoire. Dans la géographie, c'est là où les sites touristiques sont liés, c'est là où les zones et l'histoire du pays sont connues. Côté historique, c'est là où on parle de l'histoire même de ces sites et de l'histoire du pays, du cadre, du milieu où ce site-là existe. On est d'accord? Et dans le premier régime, le temps de Sékou, si nous prenons ce temps, je sais bien que le tourisme en tant que tel n'était pas là, mais en tant qu'esprit existait. Parce que si vous prenez à l'époque, on appelait les gouverneurs, les préfectures à l'époque, tu ne pouvais pas aller dans une préfecture où il n'y avait pas un hôtel que l'État a eu qui était installé par l'État. On est d'accord? Oui. Et entre-temps, il y a eu des leaders
qui se sont vraiment investis, dont je peux aujourd'hui citer que l'âme que son âme repose en paix. Amen. Par exemple, Karim Koumbassa, voici un monsieur qui s'est investi pour améliorer la prestation de ce secteur en matière de services et en matière des installations en tant que quelqu'un qui avait un peu une certaine expérience dans ce domaine. On est d'accord, il y a tant d'autres. Ouais. Et nous sommes restés dans ce cadre parce qu'à l'époque, la mauvaise compréhension du tourisme en Guinée, on supposait, puisque avec le tourisme des piscines ou des mers, oui. En voyant des femmes ou les hommes nus en slip, ce n'était pas dans notre culture. Oui. Donc cela poussait nos parents à ne pas trop s'intéresser parce que, imaginez-vous, c'est très difficile dans notre culture ou dans notre tradition de voir ta maman et toi et ta maman et ton père nus. Ouais. Vous comprenez? Oui. Donc ça posait beaucoup de problèmes au niveau de la religion, au niveau de la culture, au niveau de nos mœurs. De nos mœurs. Oui. Donc difficilement les gens s'intéressaient. On est d'accord. Et entre-temps, il y a eu la partie du feu général Lansana Conté. Et pendant cette période, vraiment, je pourrais dire que le tourisme, on ne s'intéressait pas trop. À un certain moment, on prenait le tourisme, on le collait au ministère du Transport, au niveau de choses. Donc, le département, pratiquement, n'existait pas. On est d'accord. Mais c'est toujours dans l'esprit des gens pour dire que ce secteur-là, certainement, n'était pas porteur de croissance. On est d'accord. Après, nous sortons de là. Entre-temps, il y a eu l'arrivée très bref du CNDD qui n'ont pas trop duré, donc ils n'ont pas pu mettre un plan de développement dans le secteur du tourisme. Une véritable politique. Une véritable politique, parce qu'ils n'ont pas eu ce temps. Entre-temps, le président Alpha Condé arrive. Il arrive, lui, connaissant l'importance du secteur, connaissant aussi la rentabilité du secteur en matière de PIB sur le pays, vous comprenez? Oui. Sa première vision, c'était, d'abord il a été choqué, parce que quand il a été installé et que les gens devraient venir se rendre en Guinée pour son investiture, et qu'il n'y avait que l'hôtel, Novotel qui était là en tant qu'hôtel, qu'on peut dire à peu près qui était répondant à un certain nombre de... Oui, répondant, mais c'était 5 étoiles, mais ça n'était plus à ce point de 5 étoiles. Donc, il y avait un problème réel de logement par rapport aux étrangers qui venaient. Et ça l'a choqué. Et quand ça l'a choqué, quand il a pris le pouvoir, il a essayé de donner une certaine valeur dans ce secteur en permettant aux investisseurs de venir et en donnant aussi les moyens, les places aux investisseurs d'investir. Ouais. Et à partir de là, il y a eu un certain développement, il y a eu un certain développement des infrastructures qui étaient vraiment en manque criard en République de Guinée, que ce soit dans les préfectures et ainsi de suite. Même si vous partiez dans les préfectures à l'époque, à part les installations que la Révolution avait eu à installer, il n'y avait pas d'autres installations. Ouais. C'était les anciens hôtels de l'État qui existaient à Zérékouré, il y avait le Mont Nimba, à Massanta, il y avait des hôtels. Toutes ces préfectures-là, il y avait des hôtels que l'État avait eu à installer qui n'étaient pas très, très bien gérés et ainsi de suite. Ok? Donc, l'élan qui a été donné par le président Alpha Condé a permis à la Guinée à faire une certaine ouverture et même à permettre à d'autres personnes, des investisseurs, même s'ils n'étaient pas des étrangers, mais des Guinéens, oui, à venir investir dans notre domaine. Parce qu'à l'époque, au temps de Lansana Conté, si vous avez des étrangers à des heures et que vous avez faim, difficilement vous partez manger. Il n'y avait pas où aller manger parce que les installations n'y étaient pas. Il faut se dire la vérité, c'est ce qui a fait que, comment dirais-je, la Kamene, on dit chez Sylvie, ouais, avait eu de succès parce que là-bas, à n'importe quelle heure, jusqu'à 6 heures du matin, tu pouvais trouver la nourriture de chez nous qu'on appelait konkoye, ainsi de suite. Konkoye, ouais. Est-ce que vous voyez? Donc ça a eu, c'est comme ça que les choses... Mais au temps de l'Alpha, vraiment, il y a eu une certaine ouverture, il y a eu vraiment des installations dignes du nom. On est d'accord? Et c'est ce qui est en train de continuer. Mais donc ça, nous pouvons donner cette importance-là. Est-ce que vous voyez cette valorisation grâce au président Alpha Condé?
Dans le secteur de l'hôtellerie. Dans le secteur de l'hôtellerie. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Parce que c'est pendant cette période, il y a eu une certaine amélioration, même dans le domaine de l'électricité, parce que c'est un secteur qui ne peut pas fonctionner sans l'électricité. On est d'accord? Donc, ça, c'est des valeurs. Vous comprenez? Maintenant, à partir de là, il y a eu des développements, c'est-à-dire des bases de données pour que le secteur puisse bouger. Par exemple, quand tu prends les classifications ou quand tu prends... Il y a eu certaines choses qui ont été mises en place, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout où on a voulu que ça aille. Ça, c'était dû aussi au côté négatif. Là, nous allons en venir, parce que dès que je finis là, je suis obligé de venir. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Donc, ce côté-là, ça a marché. Est-ce que vous voyez? Donc, et nous sommes arrivés au niveau de ce gouvernement aujourd'hui. De la transition. De la transition et la continuité dans les installations, dans notre domaine, continue toujours à s'améliorer de jour en jour. Donc ça sous-entend que malgré cette rupture, disons, de gouvernance entre, je vais parler d'Alpha Condé, malgré l'avènement du CNRD au pouvoir, cela n'a pas empêché, disons, l'élan que le tourisme a pris dans notre pays. Non, ça n'a pas empêché. Au contraire, l'hôtellerie et le tourisme, au contraire, ça a permis une grande amélioration parce qu'il y a beaucoup plus de nos compatriotes qui sont en train de s'investir dans le pays en mettant vraiment des infrastructures dignes du nom. Revenons sur le tourisme. Je parle du tourisme. Non, pour le tourisme, parce qu'il y a beaucoup de sites touristiques, monsieur excusez-moi, vous le savez, vous et moi, on a fait des tours. Oui, on a fait beaucoup de préfectures, beaucoup de zones. Je reviens, parce que le tourisme, ça veut dire quoi? C'est l'étranger que vous recevez. Et quand vous recevez un étranger, ça veut dire qu'il y a eu un déplacement. Il y a eu, par exemple, il peut venir soit par vol ou par véhicule. On est d'accord? Donc quand il arrive, et la première des choses, il faut le loger. Ok? Et quand tu le loges, la deuxième des choses, il faut lui donner à manger. Donc c'est l'ensemble là qui fait le tourisme. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Oui. Vous comprenez? Et après, tout ça, en partant, il faut des souvenirs. C'est là où l'artisanat rentre en action. Donc c'est une chaîne. Donc on ne peut pas parler, on ne peut pas dissocier ces trois. Donc c'est pourquoi je parle d'abord le côté positif. Maintenant, les côtés négatifs existants, vous comprenez, ces côtés-là je vais essayer de développer un peu. Là, vous allez au moins être situé comment le tourisme évolue. Allez-y. Ok. Maintenant, le côté qui n'avait pas marché, qui sont aujourd'hui, c'est d'abord le côté tourisme, c'est nos sites touristiques. Il n'y a pas eu un plan, une vision, vous comprenez, une vision ou un plan de développement qui a été vraiment bien conçu et élaboré afin que l'applicabilité soit disponible. Ouais. Donc nos sites touristiques sont à l'état sauvage. Ils ne sont pas aménagés. Imaginez-vous, lorsque vous voulez faire le tourisme et qu'on vous dit il y a la Dame du Mali qui existe jusqu'au Mali. Vous avez vu combien de kilomètres vous allez traverser pour aller au niveau de la Dame du Mali. Arriver là, mais c'est à l'état sauvage. Vous ne pouvez pas faire plus de 800 kilomètres pour aller voir dans ces sites où tu n'as pas où loger, où manger. C'est impossible. Donc, il n'y a pas eu d'aménagement au niveau des sites touristiques. Et il n'y a pas eu des infrastructures par rapport même à l'accès de ces sites touristiques-là. Ils sont tous à cet état-là. Vous comprenez? Ça, c'est un. Deuxièmement, les infrastructures par rapport à la route. Ouais. Les routes, à l'époque, vous avez vu, c'est l'amélioration aujourd'hui qui s'est vraiment effectuée pendant cette transition. C'est pourquoi il faut que j'essaye de parler des valeurs données à tout un chacun, des exploits de tout un chacun. La transition a permis aujourd'hui un grand développement au niveau des infrastructures routières. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et en même temps, les infrastructures au niveau de notre secteur, ça continue à se développer. Maintenant, quand tu prends par exemple au niveau de la restauration, au niveau de choses, qu'est-ce qui a manqué au niveau de la restauration? Il y a aujourd'hui un manque criard du contenu local guinéen. Vous comprenez? Dans les mets.
d'abord dans les mains. Après, je vais vous mettre les projets que la FEPATOUR a aujourd'hui pour essayer d'améliorer tout ça. Vous comprenez? Donc, il y a eu un manque de formation. Et nous avons eu la malchance d'avoir des écoles, je peux dire caduques. Parce que ce secteur, la majorité, c'est un secteur où la formation pratique devrait dépasser la formation théorique. Vous comprenez? Donc, vous avez des écoles qui sont casées dans 4 murs où on donne des cours de formation sans pratique. Purement théorique. Purement théorique. Et c'est ce qui fait qu'un élève qui sort de ces écoles, vous les amenez dans un établissement, vraiment la carence qui est là, parce qu'ils ne savent même pas comment faire la mise en place. Vous comprenez? Comment allumer même une machine à gaz qui peuvent leur permettre d'accélérer la préparation dans la cuisine. Donc imaginez-vous, ils se retrouvent dans des situations, parce qu'à un certain moment donné, la grande partie de ces écoles envoyaient les étudiants vers la fédération pour pouvoir leur offrir des stages de formation pratique dans des établissements. Vous comprenez? Après tant de formation pratique, c'est-à-dire si c'est 3 ans ou 2 ans, puisque le CAP c'est 2 ans, le BTS c'est 3 ans. Donc toutes ces écoles-là qui sortaient, il y avait même aussi des universités qui avaient les Bac plus 3, parce que l'université de tourisme et de l'hôtellerie en Guinée, c'est Bac plus 3. Vous comprenez? Donc quand ceux-ci sortent, vous formez des gens, après avoir eu le bac, vous les envoyez dans ces écoles et qui en sortant, ils n'ont aucune formation pratique. Pratiquement, c'est mettre ces enfants-là dans la rue. Donc ça, c'est le côté négatif au niveau du secteur du tourisme. Et nous avons eu aussi la malchance d'avoir des personnes qui ne connaissent pas vraiment ce secteur et ils sont toujours mutés à gérer ce secteur. Et quand tu ne sais pas, le temps d'apprendre, le temps de savoir comment ça fonctionne, le temps de faire ceci ou de cela, est-ce que vous voyez, au moment où tu commences à comprendre comment les choses évoluent, tout de suite, il y a un décret qui t'enlève et qui t'amène ailleurs, on ramène une autre personne. Donc ça aussi, c'est le côté négatif qu'on a toujours eu dans ce secteur. Parce que les dirigeants qui viennent, c'est des dirigeants qui n'ont jamais fait ce secteur, et ils sont nommés, par exemple, ils peuvent être ministres, ils peuvent être secrétaire général, soit ils peuvent être chef de cabinet ou directeur de l'office, et ainsi de suite, qui n'ont aucune notion, est-ce que vous voyez, du domaine et du secteur. Donc quand tu n'as aucune notion du domaine du secteur, généralement, où vous allez vous arrêter? Le tourisme va s'arrêter à Conakry. À l'intérieur du pays, les gens n'ont même pas les statistiques pour dire combien de personnes traversent Conakry pour aller visiter l'intérieur du pays. Parce que la réalité est là et on ne peut pas, personne ne peut situer, et les administrateurs qui sont là sont toujours en train de pratiquer. Ils pratiquent à un certain moment, au temps qu'ils commencent à comprendre, paf, ça change, et celui qui vient, il change tout le monde. On dirait que c'est pas une nation. On revient à la case de départ. On revient toujours à la case de départ. Vous comprenez? Donc voici les côtés négatifs de notre secteur. Les routes, aujourd'hui, les routes sont en train de s'améliorer. Vous comprenez? C'est ce qui fait que hier, par exemple, que je peux dire, je tire chapeau au président de la République avec son discours. Parce que ce que j'ai retenu hier, c'est les concepts qu'on essaie d'élaborer en dehors de notre continent, en dehors de notre pays, et qu'on veut les appliquer exactement dans notre pays. Vous comprenez? Lesquels, par exemple? Je vous donne un exemple. Quand il dit des concepts qui ne sont pas favorables, même au niveau de notre géographie, est-ce que vous voyez, au niveau même de notre culture. Vous parlez du modèle démocratique dont il faisait allusion. Oui, du modèle démocratique. Et c'est comme ça que les fonctionnaires fonctionnent ici. Quand on nomme un directeur, par exemple, dans notre secteur, la première des choses, même dans l'élaboration, même dans les fixations des montants, au niveau, puisqu'ils se font des classifications propres à eux, les montants qui sont fixés, quand tu leur demandes, mais les montants, quelles sont les bases? Est-ce que c'est en fonction du développement de notre secteur? Et c'est selon l'évolution dans notre pays que vous montez? La seule chose qu'ils vous disent, c'est de dire, écoutez, en Côte d'Ivoire, en France, voici ce qu'on fait. Aux États-Unis, ce qu'on fait. À Abidjan, ce qu'on fait, ainsi de suite. Donc, la grande partie des entreprises qui sont installées et à Abidjan et que ça au Sénégal, les 80%, c'est des entreprises qui sont venues de l'Occident, c'est des représentations. Vous ne pouvez pas comparer
ce genre de choses dans votre... Nous venons comment dirais-je, de la révolution. La révolution, ça veut dire que tous les biens appartenaient à tout le monde. D'un seul coup, ça s'arrête. La population n'était pas habituée même à payer les choses, parce que les ravitaillements ont donné à la population, le courant et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez s'adapter dans ce sens-là, il faut qu'ils soient des présidents visionnaires, pragmatiques, mais pas des gens qui ont leur doctorat et qui viennent dicter leur doctorat sur notre pays. Parce qu'en réalité, dans une situation là où nous sommes sortis à partir du régime, des régimes révolutionnaires socialistes, vous comprenez, l'État qui venait, c'est ce que la transition a commencé, devrait dire, bon, écoutez, dans tel ou tel secteur, vous comprenez, les gens n'ont pas les moyens. Parce qu'à l'époque, tout le monde, tu ne pouvais pas avoir les moyens pour même construire une maison. Oui. Vous comprenez? Maintenant, on fait des élites dans ces branches. On peut dire, dans le secteur du tourisme, on choisit des gens et on leur donne les moyens en leur disant, maintenant, nous voulons avoir un hôtel de 5 étoiles. L'État peut investir ces 5 étoiles. Et quand il finit, il donne à ces personnes formées, est-ce que vous voyez, pour pouvoir rembourser l'État. Au fur et à mesure, c'est comme ça que toutes les grandes nations ont fonctionné après les guerres. Bien, monsieur félicitations pour cet exposé, pour cette introduction. Et je crois que c'est important. Mais revenons sur un certain nombre de questions. Aujourd'hui, vous n'aimez pas qu'on fasse ce qu'on appelle une comparaison, mais elle nous permet quand même de savoir si on évolue ou pas. Aujourd'hui, à date, où en sommes-nous sur la visibilité, disons, de notre tourisme national? Si vous en avez les statistiques, le nombre de visiteurs que nous avons par année, comparativement à certains pays limitrophes de la Guinée, puisque beaucoup de Guinéens ici quittent ici pour aller au Sénégal, par exemple, ou en Côte d'Ivoire, pour visiter un certain nombre de lieux touristiques. Et même à Dubaï. Qu'est-ce que vous en faites du point de vue politique national du tourisme pour qu'on attire autant de citoyens du monde pour qu'ils puissent venir en République de Guinée visiter un certain nombre de sites touristiques? Cela aussi demande une stratégie. Qu'est-ce que vous en faites? Je vous remercie. Nous sommes des promoteurs. Nous ne sommes pas des planificateurs. Et si l'État veut planifier, doivent nécessairement associer les promoteurs. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais marché. C'est dans ces derniers temps-là que chaque fois qu'ils veulent le faire, par exemple, nous étions partis pour une classification à Koya, qu'ils essaient de nous associer. Et lorsqu'ils nous associent, mais ce qui est dommage, on n'est pas écouté. Parce que ces cadres-là travaillent sur Google. Quand tu dis ça ne peut pas marcher, on tape sur le Google, on essaie de faire un état comparatif, on dit... En Côte d'Ivoire, voici les taxes, ou voici ça au Sénégal ou à Paris. Donc c'est des paresseux? Non, c'est pas des paresseux. Des cadres Google, c'est ce qu'il a dit. C'est des copieurs alors? C'est des copieurs. Ouais. C'est pourquoi je dis, je salue le président Mamadi Doumbouya. Ils vivent du mimétisme. On ne peut pas, des concepts des autres pays, tu ne peux pas les adapter chez toi s'ils ne peuvent pas être adaptés. Il faut qu'on crée pour nous. Il faut qu'on sache que nous venons de loin. Les autres pays, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, ils ont eu une économie libérale. La Guinée n'avait pas cette économie libérale. Donc quand vous introduisez ces économies, il faut avoir une grande réflexion avec ceux qui évoluent dans ce domaine pour que vous développez ou vous mettez des stratégies ensemble. Lorsqu'ils participent même dans les fixations des montants, vous comprenez? Est-ce que vous pouvez... Ces montants, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les montants qui consistent C'est des taxes. Des taxes que les promoteurs doivent payer à l'État. Que les promoteurs doivent payer à l'État. Vous usez cela exorbitant. Mais je vous assure, aujourd'hui dans notre secteur, après le recensement, il y a au moins 17 taxes que nous payons, que les gens payent. Vous comprenez? D'autres... Les 17 s'élèvent à combien environ? Mais les 17, ça dépend de l'infrastructure que tu as. Ça dépend de la caractéristique ou bien ça dépend du contenu. Non, ça dépend de là où on t'a classé. Même si ça ne va pas faire le classement. Vous comprenez? Et tout ceci vient. C'est pourquoi nous demandons à notre ministère. Parce que quand tu commences à dire... Parce qu'ils peuvent avoir des lois. Mais l'application des lois... Quelle est la taxe la moins élevée dans votre secteur? La taxe la moins élevée aujourd'hui dans notre secteur, c'est 2,5 millions. Incroyable. Vous m'étendez la perche. Par an ou par mois? Par an. Par an. Et par un secteur où on est en train de leur demander
qu'est-ce que vous apportez, quel est le service rendu? Parce que c'est un service qu'on appelle, qui sont dans les communes, dans le gouvernement, qu'on appelle service d'hygiène et de la salubrité. Ils apportent quoi? Dans le sens où on nous a demandé de s'affilier dans les PME afin de rendre propres nos établissements. Ce service-là devrait être un service de contrôle et peut-être de mettre des pénalités. Mais ce n'est pas un service qui vient demander ces choses. Et quand vous commencez à dire, on dit M. Théa, l'essentiel est que moi, M. Théa ne parle pas de M. Théa, mais lorsque je parle, c'est des cris des autres qui sont remontés à M. Théa, qui me poussent à parler à leur nom. Je suis le porte-parole des sans-voix. Donc, à date, quel est le niveau d'implication, disons, du ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie? Et enfin, quel est le niveau de collaboration entre le patronat et les autorités? Et vous savez, comme je le dis en tant que président de la Fédération patronale du tourisme, parce que si vous voulez qu'on parle du patronat, ça m'a permis d'être dans le patronat au niveau du CNP où j'étais le président du comité statutaire. On est d'accord? Et ça m'a permis aussi d'être dans la chambre de commerce. Au niveau du patronat aujourd'hui, il y a une vision de l'État. Est-ce que vous voyez? Pour aider le patronat, on a demandé à ce qu'il y ait une fusion, que les patrons se mettent ensemble. Vous comprenez? Et c'est ce qui fut fait, puisqu'il y avait 4 patronats qui existaient, où chacun se réclamait, et le travail étant là, et l'État, voyant la visibilité des choses, de quel patronat il fallait orienter les investissements ou par quel groupe. Dans les autres pays, ça existe. L'État arrive toujours à mettre les choses. Mais comme l'État, ça a été la vision de l'État, pour pouvoir consolider le contenu local, ils ont demandé de se mettre ensemble. Et cela fut fait. Et il y a eu des présidents intérimaires qui ont été, c'est-à-dire les présidents des 4, on les a dit, vous avez l'intérim jusqu'au niveau des élections. Mais pour, je ne sais pas, pour manque de programme ou de vision, jusqu'à date aujourd'hui, les élections ne sont pas encore réalisées. Donc ça pose problème. Et donc, ce côté, nous sommes toujours dans la transition au niveau du patronat. On est d'accord. Maintenant, au niveau du ministère... Vous étiez candidat, vous? Non, le problème, ce n'est pas être d'abord candidat. Vous comprenez? Il y a des postes. Maintenant, puisque le patronat est basé généralement sur des fédérations. Parce que lorsqu'il y a une aide ou bien il y a un développement, c'est les fédérations qui savent quels sont les patrons qui évoluent dans leur secteur. Vous comprenez? Mais un patronat ne se constitue pas par ceux qui ont les moyens. Parce que ceux qui ont les moyens, ils sont limités par les moyens. Et si vous demandez à ceux qui se mettent au niveau matière candidature, ils peuvent ne pas être connus par les gens. Donc ça veut dire que ces postes, ils ne peuvent pas les avoir. Donc de ce côté, ces personnes ressources, on les copte et ils deviennent membres d'office du bureau exécutif. Okay. Vous comprenez? Plus maintenant, les représentants des fédérations, après les élections, eux, ils peuvent avoir des postes parce que la transition de communication, c'est à partir d'eux. Bien. On est d'accord. Donc ça, c'est fait. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vision au niveau du ministère. Après beaucoup de batailles, peut-être il peut le savoir, avec beaucoup de batailles, avec beaucoup de critiques. Et puis, la raison est venue. Aujourd'hui, le ministère collabore très bien avec les fêtières. On est d'accord? Malgré que l'amélioration, malgré que nous avons des plaintes, malgré que nous avons des difficultés, pour le moment, leur implication dans ces difficultés, vraiment, ça reste beaucoup à désirer. C'est ça la réalité. Bien. Vous comprenez? Donc, on a ces problèmes. Maintenant, vous avez parlé des sites touristiques. Nous avons comment les rendre visibles, accessibles. Comment les rendre visibles? Ouais. On a Satoba, on a Kassa, on a Île de Los, Moniba, il y a assez de sites touristiques. Nous en avons beaucoup. Et nous en avons aussi qui permettent au monde entier de venir chez nous. Parce que si vous prenez par exemple les Simpangés de Bossou, c'est les Simpangés les plus proches de l'homme après les études faites par les experts. Dans le micro, hein. On va rapprocher un peu. Par les experts du monde entier. Aujourd'hui, les Simpangés là sont en train de disparaître. Un à un, parce qu'il y avait un cadre social qui leur permettait de rester en place. Et c'est une histoire qui est liée à cela. Parce qu'il y avait un pacte entre les villageois de Bossou et ces Simpangés.
Quel était ce pacte? Le pacte qui était là était que le village, lorsque le village cultivait, il y avait une partie de ta culture que tu devrais laisser pour permettre à ces Simpangés de les utiliser en matière de nourriture et de tout ce qu'ils peuvent en faire. Donc ça leur poussait à ne pas aller. Et il y avait même une histoire qui était liée, qu'il y avait une cérémonie qu'on organisait à leur intention et ils venaient en ville. Donc il y avait une certaine synergie entre la population. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y avait une coexistence pacifique. Pacifique. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Dans le sens où, quand quelqu'un cultive, tu as tellement une grande famille, où aujourd'hui, il y a tellement de comment dirais-je, l'élevage des choses, des animaux qui viennent du Mali, et ainsi de suite, pour venir pendant la saison. Oui. Donc finalement, les Simpangés n'ont pas grand-chose à manger. Donc ça fait que leur coexistence devient difficile, même leur reproduction devient difficile parce que ce dont ils avaient l'habitude d'utiliser, ça n'existe plus. Deuxièmement, nous avons la plus grande le plus grand nombre de Simpangés en Afrique de l'Ouest, en Guinée, précisément vers Gawal, Koundara, ce corridor, mais les Simpangés, il y en a plein. Vous comprenez? Et nous avons, par exemple, vous savez, les crapauds. Les crapauds, généralement, sont ovipares. Mais l'unique crapaud vivipare, c'est-à-dire qu'ils font 9 mois de gestation, n'existe nulle part dans le monde entier, c'est en Guinée. C'est sur les monts Nyumba. Il y a plein des experts, des étrangers qui viennent, ils passent même pas par Conakry, ou quand ils viennent à Conakry, c'est pour tout juste de l'aéroport, ils continuent vers là. Vous comprenez? Oui. Donc, nous avons tellement de sites historiques. Si on vous dit que la source du Niger, le fleuve le plus long en Afrique occidentale, c'est en Guinée. Mais quels sont les Guinéens qui... Notamment à Kouroucha, hein? Non, c'est à Farana. Farana, oui. Vous imaginez? Et aujourd'hui, allez-y jusqu'au Niger. Le Mali, la navigation c'est sur le Niger. Vous comprenez? Nous avons tout ça en Guinée. Oui. Pourquoi on dit le château d'eau? Et la capitale aussi du Manding, vous comprenez, c'est en Guinée. Où précisément? C'est à Mandiana. Oui. C'est à Mandiana que le roi ou l'empire Manding Sundiata Keita a vécu. Puisque c'est là où même le baobab dont l'histoire est liée, qu'il a fait courber pour pouvoir donner ces feuilles-là à sa mère afin de préparer, c'est à Mandiana. Oui. Vous comprenez? Ce baobab existe. Ça existe, jusqu'à présent, ça est là. Ouais. Et ce qui les a permis même de faire là-bas leur capitale, il y a eu un arbre. Parce que généralement, les chefs là ne s'installaient pas dans les lieux sans des sacrifices, sans des indications par rapport à leur vision. Ouais. Lorsqu'on vous dit, pour installer là où vous allez trouver l'oiseau, tel genre d'oiseau, c'est là où vous allez vous implanter, vous sortez. Là où vous allez trouver cet oiseau, c'est là où les villes se créent. C'était pas du hasard. Non, c'était pas du hasard. Ouais. Donc c'est là où Sundiata Soumaoro Kanté aussi a choisi. Les Doumbouya, c'est des Kanté, non? Oui. Ou bien, oui. C'est pas les Kanté. Les Fakoli. C'est les Fakoli. Oui. Fakoli, c'est les descendants de Fakoli Kourma. Oui. Mais Fakoli était qui? Fakoli était le neveu de Soumaoro Kanté. Oui. Vous comprenez? Donc ça, c'est les histoires qui se sont passées en grande partie en Guinée. Qu'est-ce qui fait que le Sosobala se trouve en Guinée? Le Sosobala appartenait à qui? C'était pas à Soumaoro Kanté? Oui. Vous comprenez? Et c'est le seul balafon au monde qui n'a pas été fabriqué par un être humain. Le seul? Le seul, l'unique. Et ça se trouve jusqu'à présent ici. Parce que ça a été un don du génie de Soumaoro Kanté qui l'aidait qu'il aidait comme instrument de guerre. Pour aller faire une guerre, il jouait. Et il y avait des sons quand ça sortait, ça veut dire qu'il ne pouvait pas aller. S'il partait, il perdait. Il y a des sons quand ça sort, ça veut dire que quand tu vas avoir la victoire. C'est dans ce cadre-là. Et une fois de ses sorties, il y a eu un de ses collaborateurs qui est venu, qui jouait. Et quand il a entendu le son, il a fait demi-tour. Pour savoir est-ce que c'est le génie là qui est venu jouer son balafon ou bien c'est un être humain. Et celui qui l'a trouvé, c'est là où le nom Kouyaté est venu. Tout ça, c'est des histoires. Mais et là, pour ne pas vous interrompre, là, je crois que le Mali est en train de nous voler la vedette, là. Oui, parce que toutes ces interprétations aujourd'hui, le Mali est en avance par rapport à nous. Cela est dû à quoi? Cela est dû au panafricanisme de la Guinée. Même le siège
du Niger se trouve au Niger là-bas, au lieu que ça soit en Guinée. Donc c'est un panafricanisme débordant. Voilà, effectivement. Ouais. Maintenant, c'est à nous de connaître notre histoire et de les récupérer petit à petit. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne peuvent pas les utiliser, mais qu'on sache où se trouve réellement la réalité. Et cette réalité-là, ce n'est pas les nouveaux venants. Nous, quand on étudiait, déjà en classe, en première année, en deuxième année, tu avais déjà la faculté de dessiner la carte de la Guinée. Yeah. Tu avais la connaissance de toute la Guinée, les montagnes de la Guinée et les structures des sites, même des sites touristiques. L'histoire réelle, c'était là. C'est là où on nous apprenait à connaître qui est Samori, qui était Zebela Toba, qui était, comment dirais-je, Dina Salif, ou qui était Bokar Biro, qui était l'homme le plus fort. C'est après la mort de Bokar Biro que l'implantation du drapeau français s'est implantée au Fouta. Ça, c'est connu. Vous comprenez? Oui. Et quand tu prends l'histoire un peu de Dina Salifou, que les Guinéens ne connaissent pas, Dina Salifou a été invité à l'inauguration de la Tour Eiffel à Paris. C'est ce qui me pousse, dans mes festivals, je fais Dina Salifou, je fais Bokar Biro, parce que Bokar Biro a une histoire vraiment très, 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 très grande au Fouta, parce que les Almamis gouvernaient les rois. Et il y avait 9 royaumes au Fouta, qu'on les appelle les Diwan. 9 provinces. 9 provinces. Ouais. Ça, c'était des royaumes. Ils étaient gérés par qui? C'était par les Almamis. Vous comprenez? Mais l'histoire faisant sa route, il y a eu beaucoup plus le nom de Alpha Yaya, parce que tout simplement, il était très généreux, les religieux ont eu à parler. Mais en réalité, au Fouta, c'était les Almamis qui géraient ces 9 provinces-là, qu'on appelait les Diwan. Ouais. Bien. Vous comprenez? Donc, on a toutes ces histoires qui existent chez nous. Donc, vous ne pouvez pas faire la promotion du tourisme sans... Il ne s'agit pas de démontrer, d'aller filmer les sites. Il s'agit de connaître l'histoire même du site, l'histoire de la géographie, la destination à fournir. Donc, si vous n'avez pas ça, ça veut dire quelle promotion vous allez faire, même si vous partez dans les Monsieur Jacques Théa, il est président de la Fédération Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie. Il est notre invité de ce vendredi, pour ce vendredi de développement. Oui, Yaya Diallo. À vous entendre ici, ça veut dire que même vous, disons, le patronat, vous êtes en avance par rapport, disons, à nos gouvernants, et que par conséquent, il y a un véritable manque de vision d'une politique générale du tourisme. C'est ce dont nous souffrons en réalité. Actuellement, oui. Sincèrement, sans me tromper, vous comprenez, les cadres juridiques du tourisme sont en train d'être mis en place. Parce qu'il y a eu un ministre, mais il y a un secrétaire général qui sait conduire les dossiers. Il faut reconnaître. Oui. Vous comprenez? Même s'il y a des ratés par rapport aux autres cadres qui sont là et qu'ils n'ont pas la maîtrise, où ils viennent d'arriver. Mais on dénonçait à l'époque le manque d'ouverture de Bill Dessam. Oui, mais je l'ai toujours dénoncé. Mais aujourd'hui... Ça va. Aujourd'hui, ça va. Parce que nous sommes allés jusqu'au niveau de la primature. C'est à partir de la primature qu'on s'est compris et qu'on a dit vraiment... Parce qu'en réalité... Est-ce que vous êtes écouté, M. Théa? C'est là où il y a le grand problème. Écoutez, ça c'est autre chose. Mais c'est important. Oui, mais c'est important. Vous êtes les promoteurs, si vous n'êtes pas écoutés, ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire chez vous à l'échec, parce que c'est les décideurs, il faut qu'ils vous écoutent. Oui, mais effectivement, ces décideurs-là ne peuvent faire la politique, mais la réalisation, c'est le secteur privé. Mais si les décideurs font même les déplacements, en principe, un décideur n'a pas le droit de se déplacer sans ces fêtières-là, sans ces promotions. Parce que tu vas aller faire la promotion de qui? C'est les acteurs du terrain. Mais quand vous vous déplacez, en mettant, même quand il y a un voyage, regarde dans leur composition. Oui. Mais c'est des fonctionnaires. Ces fonctionnaires aujourd'hui sont là-bas, demain ils ne sont pas là. Ceux qui vont apprendre là-bas, demain quand ils ne seront pas là, c'est comme si rien n'a été fait. Mais quand vous êtes avec les professionnels reconduisent cette manière ou cette information au niveau des autres. Monsieur Théa, vous n'êtes pas impliqué dans beaucoup de choses, c'est ça la vérité. On n'est pas, je vous dis, vous n'êtes pas impliqué. Non. Est-ce que vous n'êtes pas écarté par le département? Excusez-moi, moi j'ai une fonctionnaire au niveau du département qui m'a expliqué un peu. Je vous le dis ici clairement, mais ce Bill Dessam ne maîtrise presque pas, mais son problème c'est qu'il n'écoute pas aussi ce qu'il maîtrise. C'est ça la vérité. Est-ce que c'est le cas? C'est ce que vous refusez de dire. Non, ce n'est pas parce que je refuse de dire.
ce que tu ne maîtrises pas, moi, je ne peux pas me permettre de le dire. Vous comprenez? Eux, c'est des fonctionnaires. Nous sommes des promoteurs, nous sommes des Vous vivez de cela. Vous comprenez? La seule chose que nous leur demandons, c'est que tout ce qu'ils veulent faire, qu'ils nous associent. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous associer. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui l'écoutaient et ainsi de suite, ça c'est au niveau des fonctionnaires. Moi, je ne me mêle pas dans ça. Parce que, honnêtement, c'est comment vraiment rendre visible, agréable et que nos établissements n'en souffrent pas. C'est cette bataille-là que moi, c'est ça ma vision. Vous avez fait des propositions, vous l'avez soumis? Mais on va toujours continuer à faire des propositions. Maintenant, les solutions, ça dépend. Ça dépend. Monsieur Théa, cette autre question, certes, pour terminer, parce qu'on est déjà pris par le temps. Si vous étiez ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Hôtellerie, quelle sera votre première action pour la promotion du tourisme et de l'hôtellerie? Parce qu'on a l'impression que les ministres qui sont venus, qui se sont succédés, se sont plus accentués sur la culture que les autres départements. Et pourtant, dans ce département, si on doit prendre la culture, le tourisme et l'hôtellerie, il y a encore d'autres segments, c'est-à-dire le tourisme et l'hôtellerie qui est mis de côté. D'abord, c'est un souhait que tu es en train de me dire, qui n'est pas une réalité. Attendez. Et si non, si. Vous savez, avec si, on peut mettre tout qu'on a écrit dans une bouteille. C'est possible que vous soyez ministre, vous êtes ministrable. Voilà. Maintenant, moi, mon problème, qui parle de la culture? Parce qu'un visiteur qui arrive dans un pays, il a d'abord, il vient à travers une géographie. Vous comprenez? Après, il y a l'historique, l'histoire même du pays ou de ceux qui vivent dans ce pays. Et dans l'histoire là, c'est là où il y a la culture. Ça peut être la culture musicale et ainsi de suite, mais l'art aussi, l'artisanat aussi, c'est une culture. On est d'accord? Donc c'est les 3 ou les 4 qui sont généralement liés. On ne peut pas les dissocier. Vous comprenez? Donc quand tu es ministre dans un département comme ça, tu essaies de faire une cohésion. Est-ce que tu vois? Une cohésion pour que les 3 se développent ensemble. Oui. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y aurait toujours des failles dans tel ou tel domaine ou dans tel ou tel soutien. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple au niveau de l'artisanat. Quand vous partez dans un pays, est-ce que tu vois? À côté, dans la tête de tout le monde, on sait où les artisans sont regroupés. Le cadre est très bien réalisé et les artisans sont bien installés. On est d'accord? Ici, où vous pouvez en trouver à Conakry? Il y en a pas. C'est un problème, hein, forcément. Vous comprenez? Maintenant, la culture, moi, ça me fait très mal. Très mal. Quand vous prenez un célèbre musicien tel que Kouété Sori Kanya, qui a eu un disque d'or, qui n'a jamais fait une école de musique, mais qui chantait sur notes et qui avait une très belle voix, l'une des belles voix africaines. Oui. Vous comprenez? Mais les ballets africains, mais quelle est la politique de développement de ces gens-là? Ils sont en train aujourd'hui de mourir aujourd'hui. De mourir à petit feu. À petit feu. Donc, en bref, voici, à cause de tout ça, que moi, en tant que président de la Fédération patronale du tourisme, j'ai eu à faire des déplacements, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit même en Belgique, que ce soit dans les pays africains tels que Cap-Vert, parce qu'il y a des symboles où la fréquentation existe. C'est comme Cap-Vert, c'est comme la Gambie, c'est comme un peu le Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme un peu la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des types de tourisme qui attirent les gens. On est d'accord? Parce qu'il y a une diversité en matière du tourisme. Oui. Vous comprenez? Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Imaginez-vous, en Guinée, on avait beaucoup de nourriture que nos grands-parents utilisaient. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ils sont en voie de disparition. Oui. Donc, moi, Quelques exemples, s'il vous plaît. Quelques exemples. Beaucoup. Hein. Il y a Boto, il y a Larry, il y a Moké, Neri, le Néré. Hein. Ben, je voulais dire en ce que nos cadres rappellent des fruits sauvages. C'est pour les auditeurs. Hein, après des recensements, quand nous prenons par exemple la Basse-Côte, ok, il y a une nourriture qu'on appelait Madokui. Oui, Madokui. Ouais.
Yaya n'a pas connu Vous ça. comprenez? Et Madougou, aujourd'hui, les Burkinabés en font déjà des menus où ils exposent au niveau de choses. Vous comprenez? Les purées, même les purées de mangue que les gens fabriquent là, nos femmes préparent. Mais ça n'existe pas dans les autres pays en Afrique. Mais il y en a plein. Quand vous prenez par exemple le Fouta, avant les DAPA, quels sont les gens, quels sont les étrangers qui viennent en Guinée où on leur propose des DAPA? Il y en a pas. Quand tu prends la Haute-Guinée et que tu prends la Guinée-Forêt, il y a tellement de plats, raison pour laquelle nous allons, à partir de 2024, organiser des concours gastronomiques dans toutes les préfectures et dans toutes les régions. Et la finale va se jouer ici. Pour que chaque année, que nous puissions au moins obtenir deux menus. Dans ces 2 menus, en fonction de ces 2 menus, c'est-à-dire il pourrait avoir maintenant une formation en appelant tous les chefs cuisiniers, est-ce que tu vois, des chefs cuisiniers des restaurants, des hôtels et ainsi de suite, à venir, qu'ils soient formés dans ces préparations-là pour que ça soit utilisé pour intégrer ces mets dans les différents cultures, dans les hôtels. Deuxièmement, le projet que nous avons aussi amené, c'est le projet de la formation. Tous les hôtels de 5 étoiles jusqu'à 2 étoiles parfois sont gérés par des expatriés. Je peux même dire, confirmer, tous les chefs cuisiniers dans tous ces hôtels jusqu'à ce hôtel dont je vous parle sont des expatriés. Vous comprenez? Les chefs pâtissiers réels qui utilisent réellement le beurre réel, pas de jadida dans l'ordre, ainsi de suite, mais je peux dire qu'il n'y en a pas. Donc, chacun essaie de colmater selon ce que tu as appris chez un chef. On est d'accord? Et l'école d'excellence en matière de formation, qu'à un certain moment, j'ai eu à faire ce déplacement avec l'ancienne directrice de l'école du tourisme et de l'hôtellerie, l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie. Nous sommes allés jusqu'en Espagne, dans une ville qu'on appelle Galicia. C'est là où l'Europe, parce que c'est l'Union européenne qui installe ces écoles. En Europe, ils ont installé en Espagne. En Afrique, ils l'ont installé au Cap-Vert. Donc, il y a 2 projets qui sont liés. Enfin, au moins l'année prochaine, qu'on puisse former 50 étudiants, parce qu'il n'y a pas de guide touristique en Guinée. Proprement dit, il n'y en a pas. Professionnel, il n'y en a pas. Afin que ces branches-là, que ce soit dans le service, que ce soit dans la bianderie, que nous puissions envoyer ces étudiants là-bas au compte de la fédération pour que nous puissions former afin que le contenu local. Aujourd'hui, on a ce privilège d'avoir un contenu local. Mais quand nous voulons demander ces contenus, ces services-là, mais tu vas donner à qui? Bien, monsieur, parce qu'il y a un problème de prestation. C'est pourquoi nous demandons à tous les Guinéens, et raison pour laquelle je voulais ajouter quelque chose. Heureusement, il y a une très bonne compréhension du ministère avec qui nous avons fait un partenariat pour essayer d'organiser ces 2 événements qui va nous permettre d'avoir un contenu local consistant pour que tous les services traiteurs qui se trouvent dans les mines et ainsi de suite, qui nourrissent des milliers de personnes, soient réalisés par nous. Bien. Il y a des chefs cuisiniers qui on est vraiment pris par le temps, monsieur Théa. C'est ça la vraie vision. Et là, nous allons le faire. C'est ça le projet. Nous allons le développer. Déjà, les membres de la commission sont déjà connus. Il y a le ministère qui nous a donné la liste de ceux qui doivent être dans les commissions. Bien. Et nous allons sortir maintenant. Monsieur Jacques Théa, il est le président de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie de Guinée. Merci vraiment d'accepter cette invitation. On aime, ça fait du bien de vous écouter, comme chaque fois d'ailleurs. Et on espère que ça ne sera pas la dernière. Vous serez là dans ce studio, sur nos plateaux, pour parler de développement. Parce que Kavi Média, c'est aussi ça, c'est un média de développement exclusivement. Parce que trop de taxes, ça va tuer notre secteur. Bien. Merci Yaya Diallo. Je vous en prie. Merci Akilani Badara. Merci à vous téléspectateurs, auditeurs, vous qui étiez avec nous depuis 9h. Merci à l'équipe technique du jour, dirigée par Omar Diallo. Idiba, à la régie radio, nous ont accompagné Kandé Sanko, l'homme de l'ombre, Mamadou Diallo, à la régie télé, Assanto, Babako Ivogi, le sorcier, Melika Sitaoutek, Robert Kouma, infographie, Gabri Traoré Ibrahim, à la production, Alpha Taïboussila et l'infatigable à la réalisation, Michel Ouamounou. On se reprend la semaine prochaine. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement. Au revoir.
Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.